Avant de commencer, merci de vous être abonné. Merci pour vos messages sur Twitter, sur @j'aimejouercast ou sur Facebook. On apprécie beaucoup, notamment pour nous dire ce que vous préférez ou ce qui manque, c'est vrai. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en mettant un avis 5 étoiles et surtout en nous recommandant à des amis régulièrement. Et n'hésitez pas à en faire autant pour ce podcast qu'on vous a préparé aux petits oignons. J'espère qu'il vous plaira. Pourquoi on est ici exactement? Fiston, Second lieutenant Jack Jensen, West Point diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. qu'est-ce qui vous fait rire, Edwards? C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Vous êtes bienvenus dans J'aime jouer, on va passer un moment ensemble, donc mettez-vous à l'aise. Le noyau dur. Oui, tu as bien entendu, aujourd'hui on va s'intéresser au noyau dur, la base. Le centre des joueurs. En anglais, on appelle ça les joueurs hardcore. Ça y est? T'as compris? T'as des images qui te viennent? Non, pas celle-là, pas les cryptées. Non, détends-toi, pas celle-là. Je comprends, le terme hardcore est sale, intense et évolue dans les recoins sombres. Oui, ok, détends-toi, c'est pas ça. Comme dans le métal, le punk, le rap, le porno, oui, effectivement, et le catch. Donc le hardcore gamer est normalement vêtu et n'est pas supposé chanter quand il joue. Pour le reste, on va voir ensemble si le noyau dur des joueurs est un repère ou un excès pour les joueurs. C'est parti pour un J'aime jouer spécial sur les hardcore gamers. Podcast. Bienvenue dans J'aime jouer spécial Hardcore Gamer, je suis entouré de l'équipe habituelle plus 1 et on vous laisse la surprise pour la fin. Je suis donc avec Guillaume. Hello. Laurent. Bonsoir. Romain. Salut. Virgile de retour. Salut. Et Manu. Hardcore. Yacine à la présentation, évidemment. Et du coup, Manu, peux-tu nous présenter la personne exceptionnelle qui est en face de mes yeux et qui m'éblouit? Alors, notre invité prestigieux du jour aujourd'hui s'appelle Patrick Giordano, mais il est encore plus connu sous le nom de Matt Murdock. L'aveugle de Daredevil. Les fans de Daredevil savent très bien de quoi il en retourne et Pat Matt partage à peu près sa même correction optique. En gros, il ne voit pas grand-chose. Ce qui ne l'empêche pas, bien au contraire, d'être des plus clairvoyants dans ses carrières. Ses oreilles ne sont pas en reste aussi car il est musicien. Guitariste à la ville comme à la maison de Manu, la chanteuse dont le nouvel album acoustique vient de paraître, Entre deux eaux. Son CV est long comme le bras d'un poulpe de Tchernobyl, on va donc résumer le résumé. Donc c'est un artiste pluriculturel, il est là depuis la préhistoire du jeu vidéo, journaliste essayeur d'Amstrad 100%, Nintendo Player, puis le premier magazine 100% console, le mythique Player One. Oh. Toujours le cul entre deux pads, il forme le groupe Mad Murdock, Mad avec 2D, qui reprend des classiques de musique de jeux vidéo, et ajoutant une corde à sa guitare, il participe à la première vraie émission de télévision de jeux vidéo, Télévisator 2, avec ses comparses Drevet, père et fils. Merci de nous avoir mis du Street Fighter à la télé, et oui, on parle bien là de l'ancêtre de YouTube. Merci. Il poursuit sa carrière en mêlant ses passions ou déviances et en devenant notamment le directeur des programmes de la première chaîne de jeux vidéo, Game One. Il lance ainsi les carrières de jeunes prodiges Marcus et Alex Pilote. Ce dernier, cofondateur de Fun No Life, lui rendra bien en lui offrant le rôle capital de Zakaral, fils du grand méchant Glue Manchu, dans l'univers Sentai complètement déjanté de France 5. Courez donc voir cette série mythique de Biomen Made in France. Puis naturellement, il fonda une société de production appelée GameProd, tout est dans le titre donc. Pierre angulaire de la contre-culture avec la musique, la radio, la bande dessinée, la production, la télévision, la série, le journalisme.
Matt, tu as le temps de jouer dans tout ça? Toujours. Bienvenue, Matt Murdock. Bah, bienvenue, merci. Hein. Bon, on est content de te recevoir. On sait pas si on est à la hauteur de ton CV, mais bon, on Bon, a... il a enjolivé, D'accord, ok. On va commencer tout de suite avec toi. Du coup, est-ce que tu as une définition du joueur hardcore? Bah justement, j'allais vous demander, quand vous m'avez dit le thème c'est hardcore, j'allais vous demander, mais c'est quoi la définition justement du joueur hardcore? Est-ce que c'est quelqu'un qui joue énormément? Ou est-ce que plutôt, comme on dirait, ce que les gamers ont dans la tête, c'est plutôt des gens qui sont très branchés par le jeu vidéo, qui sont tout le temps là-dedans, mais pas le fait de jouer beaucoup obligatoirement. C'est peut-être le fait d'être un peu spécialiste, d'être un peu ayatollah parfois aussi. Et je vois ça un peu comme ça, quoi. Après, bon, obligatoirement travaillant dans le jeu vidéo depuis si longtemps, je connais plein de joueurs hardcore. Je sais pas si je le suis ou pas, même si je joue beaucoup, mais j'ai de la sympathie pour eux, même si je suis pas toujours d'accord avec justement Le côté ayatollah. le côté ayatollah, ouais. Ok, les gars, vous avez une définition du joueur hardcore, vous aussi? Moi, j'ai l'impression que la notion de hardcore, en fait, elle a évolué en fonction des époques, si tu veux. À une époque, moi, quand j'ai commencé le jeu vidéo, le hardcore gamer, c'était le mec qui achetait tous les jeux. C'était celui qui faisait tous les jeux. Bon, qu'ils les finissent pas, c'est pas grave, mais il était à fond dans les jeux, il achetait tout. Exhaustif, quoi. Ensuite, il y avait le hardcore Casanova gamer. des jeux, quoi. Ouais. ou le romain, quoi, le romain des jeux, mais Le Weinstein déjà. et ensuite il y a eu la période aussi où le hardcore, c'était le mec qui sortait plus de chez lui et qui faisait que jouer peut-être qu'à un jeu, mais il ponçait le jeu, Genre et ou le gars ouais, qui- voilà, c'est ça, et il était spécialisé dans ce jeu-là. Un mec qui a pas une très bonne hygiène corporelle, généralement, celui-là. Ah, c'est gentil, enfin Oh, je voulais pas t'attaquer. j'essaie de faire des efforts quand même, mais donc ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est en fonction des époques, on a eu tendance à mettre le hardcore un peu à toutes les sauces et à se dire c'est un peu ci, un peu ça. Aujourd'hui, le hardcore gaming, je sais même pas si on y prête attention, je sais même pas si ça existe encore comme notion. À part, on pourrait dire de l'e-sport, c'est peut-être du hardcore gaming. Enfin, moi, je l'assimilerais plutôt à ça maintenant. Oui, mais en même Mais, temps, ils se lavent quand même, les gens qui font du e-sport. C'est pas les mêmes. Non, mais bon, là, on est plus proche du sport. Hein. Ils font de l'entraînement et tout ça. C'est pas peut-être Plus pas du sport que de l'hygiène, ouais, effectivement. Moi, Je me lave, je te bouscule. j'ai une question à poser à Manu. Moi, c'est assez important. Il faut absolument que je lui pose cette question parce que lui, il a des notions de hardcore et j'aimerais savoir lorsqu'on est un joueur hardcore, est-on normal, Manu? Alors les amis, je vais vous donner ma définition, mais je vais avoir besoin de vous. Ok. Ok, on est là. Vous allez m'aider, vous allez me faire un petit beat. Et il va falloir tenir le beat, ok? Crypté ou pas? Donc le rythme est à peu près comme ça. Je ne suis pas un gars normal car je suis un hardcore gamer, passe ton chemin car je suis le meilleur hardcore gamer, plus fort que moi tu meurs. Ma vie c'est le challenge, Roméo du combo. Je ne suis pas un ange, pas besoin d'autre niveau. T'existes pas, tu peux pas tester. J'ai déjà tout oublié, il n'y a plus de reste. Je parle pas difficile, oh European Extreme, Tier 1 ou Ultra Nightmare. C'est tellement dur que t'en pleures ta mère. Je joue avec de l'ail sous les yeux, histoire de laisser une chance à ce pauvre vieux. Je suis le roi de toute porte, pauvre burn. J'ai défoncé Doom, tu m'as dit encore la boum. Et je peux te dire un truc, pauvre noob, j'ai platiné R-Type en arcade avec une seule pièce. Ninja Gaiden Black tient pas ses promesses. Motherfucker, hardcore gamer, passe ton chemin car je suis le meilleur. T'as pas les mêles, retourne ton jouer avec ta sœur. Hardcore gamer, un compteur à la place du cœur. Hardcore gamer, motherfucker. Y'a que FromSoft dans ma vie, même dans mes rêves je poutre du zombie. Et pour les games pas assez dur, je me rajoute de nouveaux murs. Putain des jeux j'en ai marre. J'ai fini Persona en Yougoslave. Et si tu trouves que c'est too much, la vie normale c'est trop moche. Sans déni, sans demi-mesure, jamais de beurre dans la déconfiture. Je comprends pas les gens normaux qui se hissent pas en haut du tableau. Hardcore gamer, passe ton chemin car je suis le meilleur. Hardcore gamer,
gamer. Mais putain, c'est vraiment le bonheur. Oh, à table! J'arrive. À table. Merci Manu pour ta définition. Je note un mauvais élève, Romain, qui à la messe fait semblant de bouger les lèvres en mode playback avec tous les vieux qui chantent à sa place la mélopée du dimanche. Là, il se sent plus à l'aise dans le beat que dans le box. Oh yeah. Je remonte mon pantalon. Bon, je suis très content que vous avez tout le monde pris son pied. Merci Manu pour cette petite chanson. Jouer à personne en yougoslave, faut être très. Bon, lorsqu'on est un joueur hardcore, on n'est peut-être pas forcément normal, mais je voulais vous poser une question. Dans la galaxie des joueurs, où se situe le hardcore gamer face au casual, au gamer classique Il se situe où ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie ? C'est compliqué là. Hein. Virgile ? En tout cas, il y a peut-être effectivement un mépris du hardcore envers le casu, donc le casual, celui qui joue peu ou de manière en dilettante, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un mépris du casual aussi pour le hardcore ? Parce que en tout cas, il y a une mauvaise image. Beaucoup, ouais, les mecs qui jouent pas ont une très mauvaise image des gens qui jouent tout le temps aux jeux vidéo, quoi. Toi, ta question, Yacine, c'était pas plutôt la hiérarchie du jeu, c'est-à-dire quelqu'un qui va jouer au casino vis-à-vis de quelqu'un qui va jouer aux jeux vidéo au final. Ouais, globalement, en fait, dans tous les types de jeux, et notamment quand même dans les jeux vidéo, il y a peut-être une gradation entre hardcore gamer, nous, a priori, joueurs occasionnels, notamment sur smartphone, et casu uniquement sur la Wii, par exemple. Enfin, c'est un exemple, je sais pas si c'est ça. Hein. Oui, Laurent ? Je sais pas si on peut faire vraiment ce parallèle-là, parce que on va dire dans le domaine du jeu vidéo, le hardcore gamer... Bon, qu'on apprécie ou pas, c'est le mec qui se donne à fond, qui est peut-être autiste de ce truc-là, mais ça reste, c'est un mec qui vit pour le jeu. Si tu transfères cette notion-là de hardcore au monde du jeu casino, là tout de suite c'est le mec, mais c'est ça, c'est un maladif compulsionnel, quoi. Il est en prison. Bah, moi, 3615 My Life, j'étais à Macao il y a 2 semaines. Macao, il y a pas mal de casinos. J'ai découvert l'univers du casino parce que je ne m'y étais jamais rendu. Et du coup, j'ai découvert des gens qui vivent au casino, qui me semblent être des hardcore losers ou gamers. Ils sont là, c'est des petits retraités, certains sont clairement handicapés et ainsi de suite. Ils ont une vie par substitution au casino et ils passent tout leur temps. La quantité de temps qu'ils passent n'en fait pas pour autant des hardcore gamers de mon point de vue. Oui, Guillaume ? En fait, il y a... Non, je vais pas dire, bah voilà, je pense que... le hardcore gamer, a priori, il y a vraiment une notion d'immersion ou d'implication dans le jeu, quel que soit le jeu, en fait. Hein. Je pense que tu peux très bien être hardcore gamer sur Candy Crush si tu passes 12 heures par jour, quoi. Tu vois, c'est juste l'implication que tu vas avoir dans le jeu, en fait. Ah, pour moi, je suis d'accord, ouais. Et donc, l'implication, c'est le temps, mais c'est pas que le temps, c'est, voilà, tu vas peut-être passer... et ton temps hors jeu à penser qu'à ce jeu-là, qu'à ce truc-là. En fait. Ouais, voilà, je pense que, comme disait Laurent, à un moment donné, c'est quelqu'un qui joue à tous les jeux, ou qui jouait à tous les jeux, et finalement, je pense que non, c'est quelqu'un qui a pas le temps de jouer à tous les jeux, parce qu'il est tellement hardcore que finalement, il a le temps de jouer qu'à 2 jeux max, quoi. Tellement il est impliqué dedans, en fait. Je crois que la notion, elle varie en fonction des époques. Ce que je disais tout à l'heure, c'est on n'a pas de définition précise. Enfin, à chaque époque, on a notre définition qui nous fait chier du hardcore, en fait. Voilà, parce que, Manu ? Ouais, enfin pour moi, hardcore gamer, je l'apparente plus à certains de mes amis qui jouent quasi exclusivement en mode difficile. C'était un peu le but de cette espèce de tu peux de rap balancer des moisi. noms, hein, vas-y. Hein. Je pense surtout à mon pote Rod Leader qui quand il achète un jeu il se met en niveau direct très difficile, mais son sens hardcore c'est pas qu'il a besoin que ce soit difficile, c'est-à-dire que d'abord il a une patience assez extrême dans les jeux que moi je n'ai pas, mais c'est surtout que le jeu doit être rentable et doit durer longtemps et il doit quelque part connaître le niveau maximum de ce que les créateurs ont envisagé pour le jeu. Tout le reste pour lui c'est du Corée, quoi, c'est du Coca Light. C'est pas ça le truc. La vision du créateur du jeu, c'est le max. Exactement. Et puis il faut que ça dure longtemps. C'est un peu comme quand Virgile platine un jeu, quoi. Il y a une espèce de côté. Je suis allé au bout du truc et après quand je vais le ranger, c'est bon. J'aurais pas à y revenir. Fait l'expérience. J'aurais lu le livre jusqu'au bout, par exemple. J'aurais lu les annexes et ainsi de suite. Et du coup, je suis hardcore dans ma lecture. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des gens qui sont hardcore dans la lecture ? Si tu lis Harry Potter, tous les tomes, est-ce qu'il faut que tu lises toutes les annexes et tous les contenus additionnels en français, après tout en anglais. Bah voilà. Et la version Yiddish qui contient des contenus de la Kabbale, est-ce que tu dois la lire aussi, tu vois, par exemple
Ah bah je vous ai séché sur Harry Potter. Quelque part, ouais, le hardcore, c'est aussi du coup un expert, quoi, puisqu'il est tellement à fond dans son jeu ou dans sa lecture, il en devient un expert, le mec, une référence. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. C'est un peu ce que disait Patrick tout à l'heure. Le hardcore, c'est quelqu'un qui va défendre une culture aussi du jeu vidéo, de manière générale. Ouais. Une espèce de connaissance, de culture qui va défendre corps et âme. Et aussi ceux qui vont effectivement poncer les jeux jusqu'à la moelle, qui vont les speedrunner, trouver les glitches, les machins. Voilà. Bah là, le pote à Manu dont il parlait, hein, pour moi, c'est vraiment le gars hardcore, quoi. En tout cas, le fait de commencer en très difficile, enfin, moi, ça me viendrait même pas à l'idée, quoi. Déjà, moi, s'il y a un monde facile, je me dis, alors, est-ce que je vais pas le faire en facile? Bon, je mets en normal pour pas être honteux, mais bon. Il y a une question de fierté, non? Et puis, non, c'est pas la question de fierté, c'est qu'en fait, souvent, je sais pas si vous avez remarqué, quand on se mettait en facile, il manquait des éléments à certains jeux. Carrément. Donc je me dis, non, ça c'est pas possible, je veux avoir tous les éléments, etc. Mais je vois pas pourquoi commencer en très difficile. Enfin, pour moi, c'est absurde. Donc je veux pas être hardcore gamer, mais je comprends tout à fait l'état d'esprit du gars, quoi. Ce qu'a expliqué Manu, je comprends tout à fait. Mais on est tous différents par rapport au jeu, quoi. Moi, j'ai aussi une autre expérience, c'est que moi, j'ai, comme Manu, on est d'une autre époque, les Highlander, on n'a pas d'âge. Voilà, on n'a pas d'âge. Et du coup, on a été éduqués à des jeux qui venaient du Japon. Et quand Manu, dans son rap magnifique, parlait d'European Extreme, ça me parle beaucoup. Ça veut dire que European Extreme, c'est le mode facile japonais. C'est un mode que tu n'utilises pas et que a priori, tu ne vas pas l'utiliser parce qu'il manque des éléments, comme tu disais. Et je vais plutôt jouer au mode normal, voire au difficile, pour avoir le vrai jeu et me dire « Waouh, j'ai eu du challenge, c'était pas facile, je pourrais en parler aux potes et tout ça. » Et si je joue à autre chose, j'aurais pas joué au vrai jeu, j'aurais joué à une démo, en fait. C'est mon appréciation du jeu. Mais je suis pas hardcore gamer, c'est juste culturel. Oui, Manu? Moi, après, le niveau de difficulté, c'est aussi une histoire de temps. En général, c'est vrai qu'un jeu... À la base, je vais jouer normal. Après, si c'est une licence que je connais, par exemple, je me dis, tiens, cette fois, je vais le faire un petit peu en difficile, histoire qu'il y ait eu de challenge. Mais à un moment, quand t'as pas le temps et que tu butes sur un truc et t'as pas envie de rester 2 heures, bah, tu vas abaisser un petit peu le niveau. Donc, d'un coup, je suis beaucoup moins hardcore gamer. Oui, Matt? Ouais, moi, il y a un truc, bon, je veux pas non plus, je comprends toutes ces histoires de mode difficile et tout ça. Là, c'est juste une expérience personnelle, c'est que moi, j'ai été traumatisé, en fait, par la difficulté, parce que dans les années 90, je faisais les plans des jeux. À l'époque, il n'y avait pas de continu. Voilà, il n'y avait pas de continu, ni infini, ni quoi que ce soit. Enfin, ils étaient jamais livrés par les éditeurs, c'est ça? Non, c'était pas livré, on les faisait, et en plus je les faisais, et chaque fois que je faisais une photo, mon personnage mourait parce qu'il y avait un noir de 10 secondes derrière. Il n'y avait pas encore les outils de capture sur ordinateur. On faisait avec des grosses imprimantes, on sortait en papier, après je coupais tout et je collais sur des grandes feuilles. Mais pour moi, ça m'a traumatisé, quoi. Pour moi, en fait, la difficulté, c'est lié au travail. Quand je rentre, j'ai envie de jouer. J'ai pas envie que ce soit... Enfin, c'est comme, voilà, je sors du boulot, je vais jouer, et en fait, c'est encore plus compliqué que le travail, quoi. Donc, mais ça, c'est juste un avis de quelqu'un qui a travaillé dans le jeu. Je pense qu'un mec qui sort du boulot, du bureau, son patron l'a fait chier et tout ça, pour lui, je comprends le fait qu'il y ait un mode de difficulté. Mais moi, ça m'a tellement traumatisé que je veux plus que ce soit dur, que je veux plus. Je veux juste faire une aparté sur ce que tu as dit. Concrètement, tu fais un test d'un jeu où tu vas publier le plan du jeu. Ok, on est d'accord, une espèce de solus. Ouais, je faisais des tests aussi, mais là je parle de plans. C'est-à-dire je faisais des plans sur 15 pages, il y avait le plan complet du jeu ou 20 pages. Et donc à chaque fois que tu fais que tu imprimes l'écran, en voilà. gros, pour à chaque fois que je faisais une photo, ça faisait tu crèves. Voilà, donc j'ai essayé de faire pause, mais bon, tu sais, quand tu es entouré d'ennemis et tout ça, tu t'appuies sur la photo, donc déjà t'as lâché un peu ton pad. Tu reprends le pad pour faire pause, mais bon, le gars il est déjà mort. Tu reviens, et quand tu es sur des jeux genre les Simpsons sur NES par exemple, hein, qui a été un cauchemar pour moi. T'imagines le cauchemar. Donc c'est pour ça que je peux plus, quoi. Je peux plus. Comment ils s'appellent les jeux super durs là From Software, hein, Bloodborne. Ouais, les jeux de From. Et pourtant, à chaque fois que j'essaye, je trouve ça super. Je trouve que les ambiances sont géniales. Mais le fait que ce soit trop dur, ça me rappelle le boulot, quoi. Ça me rappelle les cauchemars de travail. Donc,
Non, mais ça tombe bien parce que justement, là, à cette table, tout à l'heure, on en parlait. Virgile a un souvenir de la mer Zone où tu faisais potentiellement la voix pour les tests de quoi déjà? Tu peux en parler ou pas? En fait, donc quand j'étais jeune, adolescent, dans ma campagne en province, mes parents avaient Canal Satellite et donc on avait Game One, les jeunes années de Game One. Et il y avait des tests, ou du moins des solus en vidéo, notamment je pense à Outcast. Oui, Outcast, le jeu des Lyonnais, là, qui est ressorti il y a pas longtemps. Ouais, c'est celui-là, avec la voix de Bruce Willis. Et la mer Zone, et dans mon souvenir, c'est la voix de Patrick, de Matt, qui faisait qui narrait la solus, quoi. Ouais, et du coup, je regardais ça en parce qu'au début de Game One, on n'était pas non plus si nombreux que ça, donc des fois, je pense que quand il y avait personne pour faire les voix off, je m'y collais, quoi. Donc, et comme j'en avais fait avant à France 2 et tout ça, ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que je faisais pas spécifiquement de voix off, mais bon, on faisait un peu tout le monde faisait un peu tout, donc y a personne pour la voix, je la fais, c'est bon, y a pas de souci. Puis c'est vrai que comme pour les solus aussi, c'est ce que je faisais en fait quand j'ai commencé à Télévisateur 2 à France 2. Donc les mecs qui bossaient à Game One avaient regardé Télévisateur 2 quelques années auparavant et ils me disaient ouais c'est génial quand ils faisaient les solus et tout ça. Donc, de temps en temps ils devaient me dire allez fais-en une. Bon là je vais craquer et en faire une petite voix pour qu'est-ce que ça colle les étiquettes, c'est dingue. Tu fais quoi ce week-end là Je fais une petite solus. Mais du coup quand tu fais les solus ça te pétait le jeu parce que c'était moins drôle pour toi finalement, c'était dur. Au niveau de les solus sur Nintendo Player et tout ça, c'est-à-dire ça me pétait le jeu. Mais non, mais moi je tournais le jeu à l'infini. C'est-à-dire qu'avant de faire la solus, j'étais obligé d'avoir tourné le jeu à l'infini. Sinon, là t'étais hardcore forcément. Ah là j'étais hardcore total. Mais de toute façon, c'est rigolo parce que hors antenne tout à l'heure, on parlait des enfants et tout ça, comment on élevait les enfants. Moi ma grande fille, qui maintenant est adulte, qui est très grande, elle est née à cette période. Et à 4 ans, quand on allait chez... pour te dire... Comme j'étais hardcore gamer, quoi. Quand on allait chez des gens, elle avait 4 ans, quand il y avait des petits gamins qui avaient 10 ans, qui avaient la NES ou la Super Nintendo, la petite, elle allait jouer avec les grands. Ouais, ok, comme ça, les grands étaient tranquilles. Et quand on s'en va les enfants, et t'avais la petite qui jouait de 4 ans, avec tous les autres derrière qui regardaient de 10-12 ans. Et elle leur montrait toutes les Warp Zones et tout, quoi. Tu vois, tellement je jouais, même elle est née avec le pad à la main, quoi, tu vois. D'accord, et t'es fier à ce moment-là, non? Ah oui. Parce que t'as les 12 ans qui font oh putain, papa, elle connaît tous les trucs, la toute petite, là. À ce moment-là, du coup, ta fille, c'est une hardcore gameuse, finalement. Ouais, maintenant, elle travaille, elle a un métier, et ce qui est rigolo, c'est incompatible pour toi, mais attends, mais t'as le droit de... Non, mais ce qui est rigolo, justement, par rapport à ça, c'est qu'elle elle est née dans le jeu vidéo, mais vraiment. Elle est née dedans. Elle est née dedans, c'est-à-dire qu'elle est née le pad à la main presque greffé. Pourquoi sa maman aussi travaillait dans le jeu vidéo? Non, pas du tout. Mais par contre, elle était de l'environnement. Moi, le week-end, des soirs, le matin, avant de partir au boulot, je jouais tout le temps parce qu'il fallait. Comme Virgile, en fait, mais je travaillais pas dans le jeu, ouais. Mais je peux te dire pour elle, le jeu vidéo n'a jamais été une occupation plus importante que n'importe quelle passion. C'est-à-dire que c'est des conneries à l'époque, les gens ils disaient ouais, mais voilà, regardez, vous les laissez jouer aux jeux vidéo, ils vont devenir des Mongoliens qui jouent tout le temps au jeu, qui n'ont plus de cerveau, tu vois. Alors que c'est complètement absurde, mais seulement. Voilà, et en plus aussi parce que nous, au niveau de la famille, on parlait de ça, c'est-à-dire qu'on disait. Ah, regarde ce jeu, ça c'est naze. Ah, mais il y avait une critique derrière le jeu, il y avait tous les jeux un recul. Bon, ouais. Voilà, il y avait un recul. Si tu regardes la télé toute la journée en mangeant tout ce qu'il y a, les gamins ils vont devenir débiles. Par contre, si tu regardes la télé et tu leur fais regarde, comme c'est con, comme ça peut être con la vie, là ils vont réfléchir enfin. Et donc le jeu c'est comme n'importe quelle culture, quoi. Et puis des fois en fait, en plus. On leur transmet, on fantasme un truc sur nos enfants en leur disant attends, joue à ce jeu, tu vas voir, ça va être génial. Et puis on se dit qu'ils vont adorer. Et puis ils en ont rien à foutre. Ou alors ils le laissent au bout de 10 minutes en disant ouais, c'est bien, mais je préfère l'autre jeu que toi tu trouves mais franchement mais à chier, mais eux préfèrent ce jeu-là. Et du coup, il y a une espèce de fantasme un peu frustré, mais au moins qui est sain, parce qu'on sait que nos enfants sont pas complètement cons et complètement gavés par les jeux. Ils aiment pas comme un bouquin, comme une BD, comme n'importe quoi. Enfin, c'est pas un truc qui happe le cerveau, quoi. Ça happe pas les neurones, jamais. Enfin. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'on confond pas les jeux hardcore et les joueurs hardcore?
C'est-à-dire qu'il y a parfois des jeux qui sont labellisés hardcore, genre pour les gros durs, tu vois, de la testostérone, de la fierté et tout ça. Et c'est pas forcément pour les joueurs hardcore parce qu'ils peuvent jouer à Puzzle Bobble et le faire en mode hardcore, c'est-à-dire très très sérieux et assuré, jouer beaucoup et surtout être très technique dans leur comportement. Enfin, c'est comme ça que je vois un joueur hardcore. Et on va te vendre tous les jeux From Software en disant c'est des joueurs hardcore qui jouent à ça. Mais pas forcément, j'ai pas cette impression. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense aussi que les jeux From, il y a des gens qui jouent et qui doivent faire 3 jeux ou 2 jeux dans l'année, et qui adorent ce style. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de règle non plus sur la définition du hardcore. Moi, j'adore tout ce qui est Muzu, tous les dynasties, enfin tous les Warriors, quoi. Mais je suis vraiment fondu de ça. Les beat'em all avec plein de gens et voilà, chinois. Depuis enfin les jeux japonais, mais chinois ou pas. Samurai Warriors. Culture chinoise. Non, Samurai Warriors, c'est au Japon. Hein. Ah oui, c'est vrai. Les dynasties, c'est en Chine. Ouais. Dragon Quest, c'est Hyrule Warriors. Hyrule Warriors. Là, je fais le Arslan, je sais pas si vous voyez. Arslan, oui, j'adore, j'avais adoré le dessin animé. Ça m'a donné envie de lire le manga, mais alors carrément, quoi. Je suis halluciné par le jeu, c'est terrible. Manu ? Je pense juste à un truc, à un hardcore gamer quand ils jouent à un From Software qui est un espèce de... Ils ont fait un petit peu aussi leur image là-dessus, sur ce côté ultra exigeant des jeux. On en a déjà pas mal parlé, punitif, sadomasochiste même par moment. Mais je me dis, quelqu'un qui joue à ce genre de jeu, est-ce qu'il peut jouer à autre chose après ? Est-ce qu'il peut revenir à un niveau en dessous quand tu as atteint un tel niveau d'exigence de gameplay ou de difficulté ? Justement, je pense que non. J'ai envie de dire, je pense que l'objectif de ces mecs-là, c'est pas de te dire moi j'ai joué à Uncharted, je l'ai fini, j'ai aimé l'expérience. C'est de te dire moi j'ai réussi Uncharted en mode extrême en utilisant un seul chargeur. Enfin, tu vois, c'est ce genre de conneries. C'est une performance. C'est une performance. En utilisant que la touche carrée et en sniffant de la coke. Donc au final, ils peuvent jouer à n'importe quel jeu, c'est juste qu'ils vont se mettre un défi supplémentaire et voilà. Mais ils peuvent jouer ils peuvent prendre du plaisir à jouer presque à n'importe quel jeu s'ils se mettent un défi à leur hauteur, je pense en fait, au final. On lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. On a fendu un beau matin, on a pendu avec ses tripes. À Guillaume ? On peut même se demander si finalement la notion de hardcore gamer, c'est pas un truc presque inventé par les éditeurs, ou en tout cas qui est mis en avant par les éditeurs. On sent en tout cas qu'ils cherchent à trouver le jeu parfait qui va pouvoir contenter et le casual pour pouvoir faire un jeu qui est relativement abordable. Ils vont pouvoir quand même avoir l'expérience du jeu sans être forcément des hardcore gamers, mais à côté avoir un jeu qui a une profondeur de gameplay, ou qui va permettre de satisfaire aussi les hardcore gamers en allant chercher tous les secrets du jeu, tous les achievements qui déroule avec du challenge et des trucs comme ça. Exactement. Ouais. Matt ? Il y a vraiment un rapport d'amour-haine entre l'éditeur et le hardcore gamer, même si c'est peut-être l'éditeur qui a inventé un peu ce truc, c'est bien possible parce qu'il y a vraiment un rapport très bizarre. Moi qui suis un peu, qui ai du recul, qui travaille pour les éditeurs, alors je fais des réunions avec le marketing, des réunions avec les attachés de presse, je suis aussi journaliste, donc je vois les attachés de presse, etc. Donc j'ai un rapport différent du joueur qui a pas cet aspect un peu produit commercial qui est un peu bizarre, hein. Il faut garder le truc, mais c'est vrai que le hardcore gamer il est assez méprisé quelque part par l'éditeur, mais en même temps ils font beaucoup de jeux, enfin je parle pour tous les grands éditeurs, quand même, voilà. Ils font des jeux pour les hardcore gamers malgré tout. Donc il y a vraiment un amour haine très 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 compliqué et très bizarre là-dedans, quoi. Laurent ? J'avais l'impression quand même que c'était la notion de hardcore gamer d'un jeu, hardcore gamer par rapport à un jeu ou un éditeur, c'était une invention du joueur, exactement comme le clivage entre les différents éditeurs, Nintendo, PlayStation, machin. On a toujours aimé se mettre... C'est un des milieux où on a toujours adoré se mettre dans des cases. Moi, je vais vous paraître un peu vieux jeu, mais malgré mon passé mouvementé. Mais je les aime grands, exagérément musclés, et surtout le cheveu blanc et en brosse. Eh ouais, le nazi, quoi. Et du coup, le hardcore gaming, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une valeur de jugement entre nous. Ouais. Que les éditeurs ont peut-être repris effectivement à but marketing à un moment donné en disant toi tu joues à mon jeu mais t'es un pur hardcore gamer, sans que ce soit
un jeu plus difficile que ça, mais c'est juste un argument marketing qui a été récupéré plus tard, quoi. Oui, Virgile ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Laurent, effectivement, j'ai l'impression que le terme hardcore gamer, c'est un truc d'entre-soi. J'ai jamais lu le terme hardcore gamer dans la presse grand public. C'est un truc que je lis sur les sites de jeux vidéo. Quoi. Si, c'est souvent pour se moquer. C'est-à-dire, pour dire, regardez, le jeu vidéo, il y a ces hardcore gamers qui jouent toute la journée, qui sont décérébrés. Ouais, mais ça va être les mêmes termes qui utilisent geek, no life, tu vois, ces mots-là. Quoi. Quand une personne est dingue, comme toi, est-ce qu'elle sait qu'elle est dingue? Quand t'es en train de lire une revue de chasse en te masturbant dans ton caca, est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter et de te dire waouh, c'est quand même incroyable à quel point je peux être givré? Manu ? Ouais, je me suis toujours demandé si le hardcore gaming, il n'était pas arrivé un petit peu par accident. Je veux dire, par là, par exemple, tu penses à un jeu genre Hotline Miami. C'est un jeu qui est genre ultra dur tout de suite. Ouais. Mais moi, je me suis souvent posé la question, c'est genre, est-ce que les mecs, ils ont pas fini leur jeu au début, ils ont pas eu le temps de l'ajuster, donc en gros, ils s'y sont allés comme des bourrins, genre, ça passe ou ça casse. Je critique pas, en plus, j'adore pas le jeu, j'adore vraiment les BO. L'univers est super, l'univers et les néons. Il y a un truc hyper entêtant qui rappelle d'autres jeux que j'adore, Wipeout 13, tout ce que tu veux. Enfin, je trouve qu'il y a un rapport à la musique qui est très prenant, prégnant même, je dirais. Faudrait qu'on fasse un podcast sur le rapport du jeu et de la musique, mais vraiment en termes de rythmique et de dynamique de comportement, pas juste le son et la mélodie. Merde, faudra inviter un musicien alors. Bon, vous avez pas l'image, cher auditeur, mais vous savez qui je regarde. Ouais, donc voilà, je me suis demandé à un moment si le hardcore gaming n'était pas venu par accident, parce que je me rappelle Danto qui nous parlait de Tintin au Tibet sur Super NES, qui était un jeu ultra dur. On a parlé même des Tortues Ninja sur NES. Les trucs, c'est un moment, est-ce que... C'est dur les Tortues Ninja. Je peux dire que quand t'as moins de 10 ans, c'est dur. Hein. Oui, non, mais en même temps... Non, mais j'ai ça parce que j'ai fait les plans, justement. Oh mon Dieu. Je le connaissais par cœur. Non, mais c'est vrai ce que dit Manu, c'est pas faux, parce que avant, malgré tout, peut-être moins Hotline, je sais pas, mais avant, quand les mecs, ils avaient un jeu, ils avaient fini le jeu, et finalement, il durait 10 minutes, donc ils disaient, mais merde, comment on va vendre ça? Eh ben, il mettait une difficulté absolue, et le jeu, quand le mec y jouait, ça mettait 25 heures, quoi. Mais bon, ça c'est du vol, c'est pour ça aussi que la difficulté dans les jeux, c'est parfois un peu de la triche. Je parle pas des jeux de From Software, quoi. On associe aussi hardcore à difficulté. C'est vrai qu'il n'y a rien de plus horrible que de jouer à un jeu où il y a un moment, tu sens que la difficulté, elle est augmentée, mais ultra artificiellement. Moi, à partir du moment où je sens ce subterfuge, ça me fait arrêter le jeu. Je me rappelle de Resistance, le premier sur PS3, j'avais envie de le finir ce jeu, mais à un moment, c'est devenu ultra dur, et j'ai pas compris. J'ai insisté, et puis à un moment, j'ai dit, bon, bah, voilà, le mec, il veut que je passe encore 4 heures sur son jeu, et moi je voulais lui donner Matt, que 10 sur minutes, genre quoi. La durée de vie est trop courte, donc on va monter, on va mettre plein de bots et ils sont trop forts et invincibles. Des petits subterfuges de programmation. Des fois il y a des subterfuges de programmation, après il y a des fois les jeux ils deviennent durs d'un coup et tu dis merde, il y a une étape que j'ai pas compris dans la dichotomie du jeu. Moi je me rappelle quand j'étais gamin et que je jouais au Schtroumpf sur Atari 2600 sur la console de ma tante. Putain, j'y arrivais mais à l'aise jusqu'à un niveau, puis à un moment, je mourais, et il fallait recommencer. C'est vrai que dans la vie, pour être dur, il faut attendre parfois 5 minutes, et ça dépend de ton âge, mais la dureté est cyclique. Oui, mais... pardon, oui Laurent. Oui Manu. Oui Laurent, parle-nous de ta dureté. Non, mais j'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que ça me fait ce que dit Manu, ça me fait penser à une époque, Capcom, mais c'était les rois du jeu infinissable. Putain, mais les compiles de boss à la fin, à chaque fois systématiquement à la fin des jeux, tu te tapais Beautiful Joe. Ah mais Beautiful Joe, Beautiful Joe, mais c'était pas facile, mais c'était fun, c'était génial, mais de bout en bout. Putain, la compile de boss à la fin, mais comment elle m'a ruiné la tête, mais j'en pouvais plus, quoi. C'était la punition. Guillaume ? En tout cas, je pense qu'il y a un truc avec la perception du hardcore gamer, parce que ici, autour de la table, je pense qu'il n'y a personne qui se considère comme un hardcore gamer. Et pourtant, on était tous un petit peu hardcore gamer. Exact. Et là, pourtant, on est tous le hardcore gamer de quelqu'un, je pense. Parce que avant l'émission, on a discuté, et moi, je me suis dit, Virgile, c'est un peu un hardcore gamer quand même. Anto, c'est aussi un petit peu un hardcore gamer. Et finalement, voilà, eux, ils se considèrent pas comme ça, et c'est un peu relatif aussi. Virgile, quiz exceptionnel en l'honneur de Matt Murdock. Virgile, je t'en prie. Tout à fait. Matt Murdock, donc signature du cultissime Player One magazine. Première couverture dessinée par Vatine, il me semble.
Oui, et d'ailleurs, c'est lui qui a dessiné la mascotte, c'est lui qui a fait un paquet de couvertures. C'était un peu on bossait avec un paquet de dessinateurs de BD, mais Vatine, c'était le contact privilégié, on va dire. Et c'est génial. Vatine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Aquablue. Et moi, j'étais très fan à l'époque de Vatine où je dessinais. J'étais même publié, mais pas aussi bien que Vatine. Ouais, d'accord, mais en tout cas, il continue. Hein. Olivier, là, il a fait Riorque. Enfin, c'est toujours un très très grand dessinateur français. Cool. Virginie ? Excellent. Ouais, donc les fameuses couvertures de Player One, effectivement magnifiques, avec donc Sam Player, la mascotte, mise en scène autour des jeux vidéo de l'activité du moment de l'époque. Donc j'ai parcouru les archives. Les archives de Player One. Pour donc isoler quelques tests et quelques previews de certains jeux de l'époque. C'est vieux, ça, c'est vieux. Donc, je vais vous lire donc quelques extraits de Player One de différentes époques. Et il va falloir deviner les jeux, effectivement. Donc, et ça parle de hardcore gamer, non Non, pas forcément hardcore, mais c'est pour D'accord. vous vérifier votre culture hardcore. Donc, Player One, Feu Player One, qui est donc paru dans les années 90. Donc, ce sera des jeux des années 90. Je vous préciserai l'année, éventuellement le numéro de Player One. Et non, ça va être très facile. Hein. C'est un. Attends, juste une aparté. C'est un podcast sur les hardcore gamers, c'est pas sur les nerds, parce que là, t'es vraiment hyper spécifique. Oui, moi, c'est ma vision du hardcore. Donc, nerd. Donc voilà. Donc j'ai parfois remplacé le titre du jeu ou du personnage principal par bidule. C'est chelou. De sorte à ce que ça soit pas trop facile. Pourquoi bidule d'ailleurs ? Pourquoi pas C'était le nom de mon premier chat, il est mort. Enfin, j'en sais rien. Non. Pourquoi ? Le bidule, hommage à Carl Zero, tiens. Ah oui, putain, très bon. Merci Laurent. Donc, premier extrait, Player One 07 de mars 91. Donc un texte signé Matt Murdock qui nous dit que Bidule commence l'aventure sans trop d'arguments. Il saute, il court, c'est tout. Point à la ligne. En plus, il est tout bleu. Perdu. Précision, pas uniquement esthétique, puisque chaque fois qu'il choisira un pouvoir braqué à un adversaire, il changera de couleur. Matt ? Je m'en doute. C'est un jeu dont j'ai fait les plans de pratiquement tous les jeux. Donc c'est un robot. Ouais. Et puis chaque boss. Voilà. Megaman. Et ben là justement, tout à l'heure j'ai pensé à Megaman par rapport au hardcore gamer. Carrément. C'est qu'en fait là, il n'y a pas une difficulté qui est outrancière, qui est exagérée. C'est que là, pour chaque niveau, il faut, enfin, je sais pas comment dire. Enfin, si vous connaissez Megaman, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que faut être précis. Il faut trouver le bon premier boss à faire. C'est-à-dire qu'on peut mourir 8 fois et c'était le 9e qu'il fallait faire en premier. Ensuite, le 8e, on meurt 7 fois, etc. C'est-à-dire que chaque nouveau niveau peut être pris d'une manière différente, quoi. Et là, c'est génial parce que la difficulté n'est pas exagérée, quoi. Par contre, c'est très difficile. Une fois qu'on a l'ordre exact, c'est facile. Finalement, c'est exigeant et pas forcément difficile. C'est pas une difficulté artificielle, quoi. Voilà, mais c'est vrai que quand on a... moi, je faisais les plans, donc quand on a le plan et l'ordre exact, c'est beaucoup plus simple. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est que la difficulté est d'être largué face à 9 personnages. Mais du coup, moi, j'ai jamais fait Megaman. Enfin, je ne connais pas. J'ai complètement passé le filtre. Ouais, donc t'as pas compris ce que j'ai dit parce que j'ai mal expliqué. Bah, c'est un jeu. Alors, ciseaux, en fait. Tes jeux, c'est un jeu de plateforme que tu avances de gauche à droite. C'est un jeu de combat. Oui, plateforme combat. Et tu tires. Et Megaman, donc c'est le tireur. Et du coup, tu dois aller dans une zone, ce que tu décrivais, pour trouver dans un ordre les bons. T'as 9 zones. Tu peux aller au début du jeu. Tu peux aller dans les 9. Mais il y a une seule zone que tu pourras finir. C'est déjà un monde ouvert, quoi. C'est un monde ouvert, enfin un monde ouvert, oui, c'est un menu avec 9 mondes, ou 10 mondes, je sais plus combien. Et en fait, ce qu'il faut, c'est aller dans le bon, pour avoir le bon pouvoir qui va te permettre de gagner un deuxième, mais t'as aucune explication. C'est-à-dire que tu peux te taper les 9, et c'était le 10e qu'il fallait faire, tu peux te taper le bon en 3e, et etc. D'accord, c'est un vrai jeu japonais sans cryptique presque. Tu sais pas, tu verras bien. Tu sais pas, mais... T'es au chômage ou t'es un enfant, donc de toute façon t'as du temps à tuer. Oui, voilà, t'as du temps, et le jeu est quand même assez agréable, même si c'était pas facile. C'est Megaman 2 sur NES. Effectivement, c'est un jeu que j'avais en plus, donc ça me parle beaucoup. Donc tu le connais, ouais, je le connais bien, et effectivement, donc je voyais bien cette idée de commencer par le niveau que je voulais au départ. Et effectivement, c'était très difficile. Effectivement, dans chaque niveau, tu avais un pouvoir que tu pouvais obtenir. Mais j'ai jamais fini ce jeu, évidemment. J'avais moins de 10 ans. C'était impossible pour moi. Oui, par exemple, parce que comme Yasmine l'a pas fait, en fait, à chaque fois que tu gagnes un boss à la fin d'un niveau, tu récupères son pouvoir. Okay. Et son pouvoir va
permettre. Alors, par exemple, tu récupères le pouvoir de feu, tu vas pouvoir aller gagner celui qui a le pouvoir de glace. Mais tu sais pas exactement qui a le pouvoir de glace. Donc, il va te falloir essayer tous les niveaux en disant tu peux dépasser la hiérarchie, c'est-à-dire dans le sens où si t'as pas le pouvoir de feu, est-ce que tu peux finir le niveau pas non. dans l'ordre? Ah bah non, c'est pas possible. D'accord, Là, tu peux pas être meilleur que le jeu. Non, tu peux pas être meilleur que le jeu puisque... Tu dois mettre les niveaux dans l'ordre en fait. Non, oui voilà, il faut Sans mettre les info. niveaux dans l'ordre. Oui. Sans info, mais tu le trouves l'ordre au fur et à mesure. Non, heureusement tu que t'étais tâtonnes. là. Heureusement que t'étais là, parce qu'à mon avis, expérimentation. c'était pas... Il y a un Le jeu petit est mal côté conçu. exploration, hein. Non, c'est le principe de Megaman. Design en fait. C'est le C'est le principe. principe de Megaman, mais c'est vachement bien. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves quel boss va te permettre de battre. C'est un peu comme trouver sa meuf dans la vie, c'est super chaud parce que tu te plantes plein de fois et c'est pas dans le bon Mais ordre. c'est vrai. C'est-à-dire que Mais c'est vrai que c'est ça. En plus. Oui, t'essayes plusieurs avant de trouver. C'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire qu'en Non, plus, mais c'est enfin, carrément ça, quoi. C'est qui te génial, tu bloque pas. récupères le pouvoir et après tu peux mieux comprendre certaines problématiques. Et tout. Exactement. C'est ce qui te génial. bloque pas dans le jeu, ce qui te C'est un bloque jeu pas de la dans le vie. pardon, ce qui te bloque pas dans le jeu, c'est que en fait, avant d'arriver au boss, tu peux faire tous les niveaux, c'est toutes les plateformes. Et déjà, c'est un challenge en soi, dans lequel t'as pas besoin du pouvoir du boss précédent. Oui, Donc même du si coup, même s'il peut t'aider, parce que oui. voilà. mais du T'as coup, un ça te repérage, permet quoi. d'avancer, d'arriver jusqu'au boss. Et à un moment donné, finalement, c'est un peu comme dans un Bloodborne. quoi. Carrément, Tu vas te dire, carrément, c'est ça. tu vas avoir le déclic, tu vas te dire, pendant un moment, tu as débloqué l'arme du boss qui te sert pas sur le 3e boss, ni sur le 4e, et puis à un moment donné, tu vas dire, ah putain, mais ça marche sur lui. Et du coup, là, tu dis, ah mais oui, mais en fait, c'est un système de pierre-feuille-ciseaux, en fait. Et du coup, là, tu commences à comprendre le truc. Donc Megaman 2, le point va à qui? Parce qu'on va revenir au quiz. À Matt, mais... Un point pour Matt, suivi de Manu qui lui léchait l'oreille. Alors, Manu. Non mais là c'est de la triche quand même. Mais tu te rappelles... C'est un test que j'ai écrit. Tu te rappelles de ce que t'as écrit? Non, je me rappelle pas. Donc Ouais, je pense un qu'on point peut pour t'accorder Manu. le test. Ok. Virgile, la suite. Test de juillet 91. Par Crevette alias Cyril Drevet. Crevette, il s'appelait Crevette, Cyril Drevet. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il était queus, mais c'est pour ça qu'il s'appelait Crevette. Je pense que c'est pour ça qu'on l'appelait. Je pense que c'est à Player hein, où on l'appelait Crevette. Enfin à l'époque il n'y avait pas encore Player, c'était à Amstrad 100%. Je pense que c'est pour ça où il devait être tout maigre et tout bizarre quoi. Tout bizarre, ok. C'était celui au Club Dorothée, Cyril Drevet? Cyril Drevet, c'était après, l'utilisateur de. Ça me semblait, ouais. C'est une Qui avait casquette. les cheveux longs. Turbo. Casquette, cheveux longs. Turbo. Non, comme il était maigre, voilà, on l'appelait. Je pense que c'est ça. Je sais pas qui a trouvé ce surnom, mais c'était bien trouvé, c'était rigolo. On devrait se donner des surnoms, les gars. Virgile, la Ok. suite. Accrochez-vous bien à vos fauteuils. Le jeu que je vais vous décrire est l'un des plus fabuleux de l'histoire des consoles. C'est aussi le premier jeu à sortir réellement les tripes de la Mega Drive et à exploiter ses capacités au maximum. Le jeu le plus original, le plus varié, bref, celui que tout le monde attendait sur cette machine. Ça c'est bien années 80. Et on doit trouver le jeu, c'est ça? Ah oui. T'as dit quoi? Mega Drive. Altered Beast Je répète le début de la phrase. Ouais. Accrochez-vous bien à votre fauteuil. C'est un jeu de caisse. Outrun Non. Bah, Il n'y avait pas Sega Rally sur la Mega Drive. Sonic. Bien joué, Ah. Manu. Vitesse, Sonic. Oui, c'est vrai que accrochez-vous à votre fauteuil. la vitesse, c'était le truc qui avait vraiment fait vendre ce jeu. Au début, clairement. c'était genre, waouh, t'as un affichage de taré, t'as l'arcade à la maison, puisque de toute façon, c'était l'argument pour chaque jeu d'ailleurs. Clair. T'as l'arcade à la maison. Il y avait des arcades de Sony. Donc c'est Manu encore? Ouais, c'est Manu. Et du Puis coup, vous, le c'est- test est intéressant parce que du coup, il compare évidemment la réponse de Sega à Nintendo, Mario et Sonic, quoi. Le et du classique. coup, dit que Sonic peut battre Mario sur peut-être les prochains épisodes parce que il manque un petit peu des niveaux, par exemple, par rapport à Mario, mais voilà, potentiellement, il a le potentiel justement de battre Mario, quoi. Et finalement, il se retrouve aux Jeux Olympiques. Et finalement, il se retrouve aux Jeux Olympiques. avec Mario. Prochain test. Octobre 95. Bidule est un jeu grisant et les sensations fortes sont garanties. Prendre un enchaînement de virages relevés à grande vitesse est particulièrement F0. agréable. Wipeout. Bravo Laurent. Wipeout. C'était Wipeout. C'était Je Wipeout. pensais à F0 aussi. Ouais. Donc prendre un enchaînement de virages relevés à grande vitesse est particulièrement agréable. Lors des sauts, on avait véritablement l'impression de planer. Wipeout a tout changé. Wipeout. Un point pour Laurent. Non, c'est vrai, il a tout changé. Pour moi, il a tout Ouais, changé. aussi, ouais. Toi aussi? Ouais. On en a parlé souvent, ouais. Prochain test. Qui a gagné Wipeout? C'est Laurent. C'est Laurent. Laurent. On est où là au classement? 2 points pour Manu, 1 point pour moi. Ok. Amateur concours à son. Quatrième jeu de notre liste, je cite. Vous allez bien vous marrer avec ce jeu car il est parsemé de petits gags. Déjà, les mimiques de Bidule sont trop mignonnes. Lorsque vous ne jouez plus et qu'il est en stand-by, il joue au yo-yo, Aladdin. essuie ses Ray-Ban, vous fait des grimaces ou claque dans ses doigts. Ah, Cool Spot. Oui, bien Guillaume. Ah, Guillaume, Matt a été Pardon. très patient pour J'ai oublié de attendre la préciser que réponse. c'était T'avais déjà la réponse. décembre 93. Non, j'hésitais en plus.
Alors, Guillaume, un point pour Guillaume. Virgile. Prochain jeu, avril 94. Les smash boostés ne sont pas franchement utiles, seulement impressionnants. Ils permettent par contre d'en mettre plein la vue et de narguer vos adversaires en lançant NBA Jam. nonchalamment. Tu vois ce que je sais faire, faire faire à mes joueurs. Je vais t'écraser, petit, te broyer, t'humilier quoi. NBA Jam, bravo Yacine. Wow. Un point. NBA 2K Live. Non, NBA. Ah merde. Un spécial NBA Jam. dédicace à mon petit frère qui est en Ouais. vacances. Ouais, c'était pour Adil ça. Voilà. Bah, c'est vrai que la licence NBA Jam, elle est un peu oubliée. Hein. Ça a été énorme ce truc. Hein. Ouais, grave. Bon, maintenant c'est le Touquet. Hein. Elle est revenue il y a un an, non? Il y a pas un truc avec. Oui, elle est revenue, mais je pense pas qu'elle soit arrivée. Enfin, moi je joue pas au basket, hein, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit arrivée au niveau de. Je sais pas si Touquet, c'était vraiment la même licence, mais c'était un jeu dans l'esprit de. Ouais. Oui, voilà, c'était plus un petit jeu. En tout cas, dans les années 90, en France, il y avait aussi une mode du basket avec Michael Jordan et Chicago Bulls. Enfin, prochain jeu qui nous rappelle que dans les années 90, on avait une autre façon de parler et une liberté de ton. N'hésitez pas à virer votre copine de la cuisine pour 3 minutes. Le temps d'une petite partie, elle finira la vaisselle plus tard. Sexisme. Leisure Suite Larry. Si vous jouez avec une seule Game Gear, l'un dirigera son véhicule au joypad tandis que l'autre utilisera les touches 1 et Start. D'où un rapprochement corporel inévitable entre les joueurs que n'offre aucune autre console. Un jeu de course qui existe sur Outrun plein de Je supports. sais que je l'avais sur Game Qui Gear, est c'est ça. une vraie licence des années 90 qui est un il y peu a une nana, disparue. en- De multijoueurs. Multijoueur. Multijoueurs, véhicules, fun. Bah là, c'est ton domaine, Guillaume. Sérieux. Need for Speed, non? Ça se passe dans des environnements. Burnout. Non, à échelle réduite. C'était pas encore. Ah, Micro Machine. Micro Machine. Et c'est Matt qui Murdock remporte le point. Non, non, non. Il a dit juste en même temps. On l'a dit en même temps, mais. Allez, tous les deux un point. Vous êtes super il a dit mignons tous juste les deux. avant moi. J'allais dire Un Super couple Sprint. secret. Virgile. Prochain, c'était 7ème jeu de ma liste. Dans la Je sais merde. pas si c'est un test de maths, mais il faudra que tu me le dises après. Bidule est un jeu est plus qu'une course de moto. C'est le plus grand jeu de baston de l'année et une véritable décharge d'adrénaline. Je sais déjà parce que c'est un de mes jeux préférés. C'est vrai. C'est peut-être pas moi qui ai fait le test, hein, par contre. Ouais, vas-y. Road Rash. Ouais, c'est ça. Road Rash. Un des jeux que je préfère au monde. C'est donc, vrai ah ouais oui. Matt le Fou, c'est signé. Ouais, c'est ça, c'est moi. Ok. Est-ce que vous pouvez traduire le titre de ce Road Rash? Est-ce que ça, on dit l'amicose de la route? Ah non, c'est ça. Non. Non, c'est Rage ou c'est Rush? Pardon. Non, Donc c'est Road Rash, vas-y, ouais, puisque c'est ton jeu préféré, vas-y, explique-nous ce que. Bah, en fait, c'est un jeu de moto dans lequel tous les coups sont permis. Quoi. C'est ça. C'est-à-dire que quand on double un mec, on sort la matraque. Il y avait des coups de pompe aussi. Voilà, il y a des vaches au milieu de la route, on se les prend, on s'envole. Enfin, c'est une course sauvage sans aucune règle et C'est avec ça. pas mal d'idées. Je n'arrive pas à comprendre et je crois que je suis vraiment pas le seul. Hein. À chaque fois qu'on voit des articles là-dessus dans la presse, tout le monde se demande mais pourquoi cette licence a disparu quoi. C'était absolument extraordinaire. C'est comme si on jouait à MotoGP et qu'on met des coups le mec qui est à côté. Enfin voilà, il n'y a aucune règle et c'est le jeu vidéo quoi. C'est rigolo. fun, quoi. Voilà, C'est vrai que Motorstorm En n'est mode, jamais arrivé à cette hauteur-là, quoi. Enfin, ça aurait pu être Un l'esprit, mais Burnout. c'est pas du tout ça. C'est quoi. Carmageddon. Ouais, à la limite, ouais, Burnout, Oui, voilà, c'est c'est un plus peu proche. Carmageddon. ouais. Burnout en moto. J'avais fait un jeu de mots Carmageddon. On en est où au score, s'il vous plaît? Guillaume, pardon, Alors, nous Laurent. avons un point pour Yacine, un point pour Matt, 2 points pour Manu, un point pour Laurent, un point pour Guillaume et un point pour Romain. Ok, donc tout est jouable. C'est parti, on continue. On continue avec une preview d'un jeu qui aura marqué son époque et son temps et les mémoires. Et ce qui me fait rire dans ce texte, c'est que la personne qui l'écrit était visiblement pas très visionnaire. C'est pas signé, donc je sais pas qui l'a écrit. Donc septembre 97. Certains y voient déjà la révolution du jeu de plateforme ou encore le jeu de l'année ou du siècle. Ben voyons. Sans être aussi excessif, je dirais plutôt que Bidule confirme la tendance amorcée avec les jeux de plateforme en 3D sur les consoles 32 bits. Super Mario 64. Super Mario 64, bravo Guillaume, un point. Bah, c'est le jeu, il a tout changé quand même. Ouais, il a tout changé, clairement. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression après coup. Bah, il a fait survivre Bah, le jeu de test plateforme. ne dit pas qu'il a tout changé. C'est ce qu'il dit, il me semble, le Bah gars oui. là. Non. Non. Ils disent que les gens disent ça, mais lui, il pense pas du tout. Certains y voient la révolution, ben voyons. Donc, quand même. C'était toi qui avais fait le commentaire. Ah, c'est une façon de se calmer les ardeurs, mais bon. Un point pour Guillaume. Alors, suivant, c'est un intertitre de Matt Murdock, donc de mars 90, donc un des premiers Player One. Je prends le punk à gauche et toi le Rambo à droite. Donc, c'est un jeu multi où, effectivement, tu pourrais dire. Double Dragon. Ouais,
Double Dragon 2. Allez, je te l'accorde. Trop Bravo, bien, Guillaume. Double Dragon. Trop bien, j'allais dire Ikari Warriors, mais J'ai des souvenirs d'arcade de Double Dragon qui sont exceptionnels. Mais j'aime donc, bien le truc de je prends le punk à gauche et toi le Rambo à droite. C'est énorme. C'est exactement ça le jeu. Ah, c'est ça ce jeu. Ah ouais. Non, mais surtout la fin de Double Dragon était géniale, c'est que tu fais tout le jeu en coop à te bastonner contre des mecs et à la fin tu dois te bastonner l'un contre l'autre pour avoir la fille quoi. Énorme. Mais je sais pas Mindfuck. s'il y a des gens dans. Si vous nous écoutez et que vous n'avez pas joué en arcade, notamment des jeux comme ça, maintenant qu'on ne joue plus ensemble dans la même pièce, c'est un peu dommage parce que c'est assez chouette parce qu'en dehors des claques que tu te fous sur l'écran, tu peux t'en foutre en vrai. Les manettes elles peuvent rester par terre pendant que tu te chamailles pour rien et puis après tu reviens réconcilier pour continuer ta partie. C'est super chouette quoi. C'est dommage. Et surtout, c'est des. Enfin, moi, me concernant, c'est des super souvenirs parce que je me souviens qu'avec mon meilleur pote, on partait. C'était à l'époque où on pouvait louer des jeux vidéo dans les vidéoclubs. Et on avait été loué Double Dragon et Megaman X à l'époque. On avait loué plusieurs, mais Double Dragon, je me souviens, on avait passé le samedi après-midi dessus. Et c'est des souvenirs d'enfer, quoi. C'est mortel. Donc janvier 94. Le Funkotron est une planète située quelque part au cœur d'une galaxie X où les habitants, les Funkotroniens, passent le plus clair de leur temps à danser sur une musique funk. Leur existence, jusque-là si calme, va être troublée par l'arrivée des touristes terriens. Jack and Dexter. Le Funkotron, c'est quoi? C'est un jeu Prince? C'est quelle année? T'as dit c'est 94. 94. Je pense que c'est Mega Drive, parce que j'ai souvenir d'avoir joué à ce jeu sur Mega Drive. Un mais je jeu sais pas. funk sur Mega Drive? Funk. C'est un binôme, c'est deux persos qui doivent. Moi j'avais pas Mega Drive, je suis hors course. Si. J'y ai pas joué clairement, mais ça a l'air génial. Merde, c'est pas la fille qui danse là. Channel 5 Channel 5 Non, 94. Ah non, c'est après, ça c'est bien après, je suis con. C'est deux persos. Deux extraterrestres. Ouais, deux extraterrestres, Ah ouais, les non, Funkotroniens, mais je sais ouais. pas le qui nom. dansent sur la un funk. truc comme ça. Ah ouais, tu l'as, c'est bon, allez. Jam, un truc dans le genre. Toe Jam and Earl 2. Wow. Et est-ce que la musique était bonne? Ouais, c'était bien. C'était bien. Après, bon, c'est Pour les amateurs de 16 bits, funk. du 16 bits, ouais. Ok, c'est pas grave. Prochain. Qui a gagné? Personne. Ah si, Matt, Matt, pardon. Ouais. Ah oui. Il faut plus que je réponde alors. À toi Virgile. Bon, prochain jeu, avril 94, un portage sur Super NES. Les visages des personnages sont admirables de finesse et leur expression, lorsqu'ils parlent, leur donne en plus une illusion de vie. Super NES. Évidemment, leur voix digitalisée d'une étonnante qualité contribue également à cela. L'Uncanny Valley. Entendre devant un film, il dit pas ça. Entendre Shani vous murmurer à l'oreille « Je crois que je suis amoureuse de toi, Paul » constitue un grand moment. Surtout si vous vous appelez Paul. Oui, ça se tient. Ah, oui, perspicace ce journaliste. Un héros qui s'appelle Paul. C'est quelle année? 94. Super NES, une adaptation, les visages des petits parlent. Le seul Paul que je vois, c'est Tekken, mais sinon. Adaptation d'un film, enfin d'un livre du moins. D'un livre. Un livre culte, bientôt adapté par Denis Villeneuve au cinéma dans une nouvelle version. Bon, c'était Dune, merci, vous avez perdu. Dune, t'aurais dû dire Spice. Mais je pense qu'il parle du jeu français. Alors, il y j'en a ai eu deux aucune Dunes idée qui parce sont que je sortis en n'y ai même pas temps. joué. Je n'y ai pas joué. C'est pas Dune 2, c'est Dune 1, c'est ça que tu veux dire? Non, il y a eu deux Dunes 1. Deux Dunes 1. C'est bizarre, hein. Ah, ok. Deux Dunes 1. Il y a eu un jeu Je te laisse t'en sortir, vas-y. américain qui est fait peut-être par Westwood, je sais plus, qui est un jeu, c'est l'avant Command and Conquer, qui est le premier jeu de gestion. Je pense que c'est de celui-là dont Ouais, tu parles. c'est celui-ci dont je parle. Et il y a un jeu d'aventure qui a lui aussi tout changé. Ah, de qui est un Clio. jeu de Cryo et qui a révolutionné oui. l'aventure et la manière de Dans la concevoir. narration Et là, je pense que c'est ça, parce D'accord. que les visages sont. Ok. C'était un quiz checking. Encore une fois. Non mais le but de mes quiz, c'est quand même qu'on parle de jeux vidéo. Donc je suis très content que Matt nous fasse profiter de son expérience et de sa culture. C'est super. T'inquiète, je suis Virgile. Alors, article de Player Unknown, PUBG. Non mais franchement, un crédit Player One qui est sorti en ce moment, je suis perturbé. Donc PO47, Player One 47, novembre 94, signé Matt Murdock. Jeu de tir et de plateforme culte de la galaxie Nintendo, bidule et très violent. Attention, cette violence n'a rien à voir avec celle, gore et visuelle de Mortal Kombat ou Doom, car ce soft n'est pas violent dans les propos ou dans les images, il l'est par la façon d'agresser le joueur et de l'exciter. Jeu de tir et de plateforme, culte de la galaxie Nintendo. Metroid? Non. Castlevania? Non. Presque. Enfin, Space Harrier? Star Fox? non. Ah non, c'est Sega. Jet Force Gemini? Non. 94. Novembre 94. C'est de la c'est la SNES. SNES, ouais. Ouais, non, pardon. Ça commence par un P. Parodius. Non. Pro. Ah, c'était bien Parodius. Ouais, Parodius, c'est pas violent. Pro. Ah bah non, c'est du tir. Pro. Promotector. Merci Matt.
Probotector, ok. Alors, un point pour Matt. Ah, c'est bizarre que j'ai 17 Probotector. Prochain jeu de mon quiz. Janvier 93. C'est marrant comme il y a des gens qui collectionnent les ennuis. Le héros de Bidule, par exemple, enlevé gamin par une bande de sorciers. Il avait été transformé en une bête répugnante à la force surhumaine, se révoltant contre ses anciens maîtres. Shadow of the Beast. Ouais, de 2. Se révoltant contre ses anciens maîtres, notre copain, appelons-le tête de rat, avait réussi au terme d'une quête dantesque à retrouver son apparence humaine. Ce qui, vu sa tête de barbare dégénéré, n'était pas un cadeau. Shadow of the Beast, la musique était fantastique. Moi, j'ai vraiment David Whittaker. kiffé. L'auteur de la musique, ça Ouais, tout à fait. Hein. Je suis un ouf de jeu. Quelle encyclopédie. J'ai joué sur Amiga, moi, et, quand c'est sorti, c'était super beau, mais là, c'est surtout la musique qui m'a marqué. Puis il y avait tous les designs de titres à l'époque des jeux Psygnosis, qui étaient faits par un designer que j'adore, qui s'appelle Roger Dean, un designer anglais qui faisait aussi les pochettes du groupe Yes. Amen to that. Et il faisait des logos, il avait des univers, enfin moi j'étais fou, j'avais toutes les affiches des Psygnosis dans ma chambre épinglées, tu vois. Je découpais dans les magazines. Voilà. On en a trouvé un. Non, là c'est Design Gamer. Ouais. Hardcore Design Hardcore Design Gamer, mais je suis totalement team Manu là-dessus. Non, j'ai même un blouson en cuir pour dire, attends, c'est l'ambiance designer mégalo, tu vois. J'ai un vieux blouson en cuir où à l'aéro dans le dos, j'ai écrit Manu mais avec la typo de Shadow of the Beast, quoi. Ah, je te jure. Et puis j'étais ça dans mon lycée de 2000 personnes, de 2000 personnes. Tout le monde savait quand je m'appelais. Hein. Salut, c'est moi, je suis Joe Manu le Mégalo. Ça va ? Magnifique, très belle anecdote. Merci Manu. Allez, je posterai une photo sur le Twitter. Jetez un œil quand même sur ces refs, ça peut être intéressant. On pourrait peut-être faire des créations originales pour cette époque actuelle avec les designs dont parle Manu. Moi, je les ai bien kiffés. Vendu. Alors, prochaine citation du moins. Janvier 93, Player One numéro 27. Mais comment des programmeurs ont-ils pu pousser le sadisme jusqu'à ce point ? Car Bidule rend fou. J'en ai désormais la preuve. Pourtant, au départ, il n'y avait rien. Juste des rongeurs, complètement idiots. Si bêtes qui se contentent de marcher devant eux. Oh, chef-d'œuvre, Lemmings sur NES. Bravo Manu, un point. Encore un jeu Psygnosis. Ouais, j'ai quelques jeux Psygnosis. Un de mes jeux favoris. Oh non. Donc pour l'instant Manu mène. Un des jeux les plus intelligents du monde. Pour une fois, Manu mène dans les quiz, mais c'est... Non, il y a beaucoup de quiz où je... Bon, on s'en fout. Il a mené jusqu'au bout, mais le destin en a fait autrement. Prochain jeu, mai 93, Player One numéro 30. Pas de doute, les programmeurs de Konami doivent boire beaucoup de saké. Ouais, ils sont pas les seuls apparemment, Virgile. Oui, moi aussi. Mais Bidule est un shoot'em up, donc le scénario du jeu n'est pas vraiment fondamental. Bravo Manu, un point. Parodius. Parodius, le meilleur shoot'em up drôle du monde. Une parodie des autres shoot'em up. Ouais. Imbattable sur le côté. C'est fun et je tire. Prochain jeu, Master System 93. Ah, ça c'est Romain. Player One 7. Détrôner Alex Kidd, humilier Shinobi, Bidule est de loin le meilleur jeu jamais produit sur la Sega Master System. Mickey Mouse, Magic, je sais pas quoi. Bravo Guillaume. Les différentes attitudes de Bidule sont dignes du dessin animé Castle of Illusion, starring Mickey Mouse, qui était une tuerie. Mon jeu préféré de la Master System et c'était grosse tuerie. J'ai joué des heures et des heures. On peut encore y jouer actuellement parce que ça a l'air vieux quand même. Ouais, c'est Master System. Bien sûr, tu peux jouer j'imagine sur des. Non mais kiffer quoi. Ah, kiffer et se dire waouh, c'est vachement cool. Apprécier aujourd'hui le jeu la valeur qu'il avait à l'époque, je sais pas. Non, moi je pense pas. Je pense pas. Tu joues que sur ta nostalgie à toi, mais je pense que. C'est très rare. Je suis pas sûr. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, je sais pas pour ce jeu précisément, mais là, quand j'ai joué à la petite SNES, la mini, là, je me dis, oh tiens, je vais regarder, je vais faire Castlevania, je vais faire machin, je vais faire truc. Et notamment Castlevania 4, je me disais, bon, je vais faire 5 minutes juste pour la nostalgie, justement. Et puis, je suis resté 6 heures à me dire, mais putain, mais finalement, le gameplay, il tue. Finalement, là, je suis bloqué. Là c'est génial. Et je pense qu'il y a des jeux qui restent éternellement, quoi. Je pense aussi qu'il y a des jeux qui restent éternellement, mais peut-être pas ce Mickey-là. Mais moi qui ai commencé une collection il y a des années, on le sait un petit peu ici de rétro gaming. Je rebranche les consoles là maintenant que j'ai une salle pour les mettre et tout, je reteste des jeux et je fais c'est dur. Ok, alors je me rappelle ce qui m'a plu, mais là au jour d'aujourd'hui, je pleure du sang quand même. C'est vrai. Ok, plus que 2 jeux dans ma liste. Avril 95, un jeu adapté sur PlayStation. Bidule renoue avec la tradition du jeu d'aventure. Quelque peu tombé en désuétude au profit du jeu de rôle. Il présente la caractéristique d'avoir été intégralement réalisé en images de synthèse, chacune ayant demandé plusieurs dizaines d'heures de calculs effectués par un
C'est ça. Paquet Non. de Macintosh branchés en réseau. Le résultat apparaît époustouflant. Bravo Guillaume, 1 point. Myst. Un autre de mes best of the best. Ils ont calculé sur Macintosh à l'époque. Le premier jeu VR finalement. Et alors, aparté, donc en me replongeant dans les archives de Player One, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, tu vois que le sujet de la réalité virtuelle, il est déjà abordé dans les années 90. Bah, bien sûr. Mais même avant, en fait, parce qu'on m'a offert un super bouquin sur le rétro gaming et tout, d'ailleurs merci Ludo. Et sur la Vectrex, ils avaient déjà fait des lunettes, apparemment 3D. Et tu vois les photos, hein, franchement, dans le Player One, t'as les contrôleurs de l'Oculus Rift presque 25 ans en avance, quoi. C'est énorme, quoi. Passez à la maison, vous jouerez à la Virtual La Boy. suite, Virgile. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Alors, dernier jeu de ma liste. Toute l'exploration de l'île est vue de dessus. Mopiti Island. Perdu. La vision ne changera que si vous rentrez dans un bâtiment. Et quel changement! The Witness. Visiter les lieux en 3D Moi, est un vrai The Witness direct. Visiter les lieux est un vrai plaisir. On oublierait presque les dinosaures. Jurassic Park. Jurassic Park sur PlayStation. C'est quelle année? 93. Bah SNES. Ah, bravo. Bravo Matt. Merci Matt de faire Bah, plaisir attends, autant à Virgile il y avait- qu'à un enfant devant toi. Il y avait Jurassic Park sur la Mega Drive. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des jeux Jurassic Park, sérieusement? C'est mon quiz. Je mets du Jurassic Park où je veux. Non mais je m'en doute bien. Souvent dans la gueule. Je sais que tu dépenses sans compter quand il s'agit de ça. Jurassic Park et que la nature a toujours un moyen, sinon tu n'aurais pas un enfant. Mais C'est pour ça qu'on a eu du Find a Sonic way. aussi d'ailleurs. Ouais. Et mais sérieusement, est-ce qu'il y a des bons jeux Jurassic Park pour franchement, le jeu Mega Drive, il est dur, mais il est très bon. Ouais, cela était pas trop mal. Pour des licences, où à l'époque il y avait quand même des licences qui étaient horribles, celui-là il était Ouais. pas du tout. Tu La vois, victoire est remise à. Eh ben, égalité entre Guillaume et Manu pour ce quiz. 5 points Exceptionnel. chacun. Bravo Guillaume. Bravo Manu. Bravo, Bravo messieurs. les gars, vous êtes très dignes de la legacy of Matt Je me fais Murdock. remarquer, on n'a pas trop entendu Romain. Bon, faut dire, il était pas né en 94. Donc... Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bon, sinon, est-ce que c'est bien vu d'être un joueur hardcore? Est-ce que c'est classe? Est-ce que c'est une raison d'être fier par rapport aux autres types de joueurs comme les casus ou les gamers a priori comme nous? Je sais pas s'il y a des hardcore parmi nous. Si vous voulez vous déclarer, vous pouvez sortir du placard, comme on dit. À votre avis? C'est un mode de vie quelque part, comme au niveau musical où les mecs ils vont adopter un look, quelque chose comme ça. Ouais. Ça va empiéter sur tes loisirs, tes passe-temps. Et je pense que le hardcore gamer, au niveau équilibre dans sa vie, si tu lui retires le jeu vidéo, ça devient costaud. Manu? Je vous rejoins tout à fait. Le côté hardcore, c'est quelque chose qu'on met dans le jeu vidéo, qu'on met dans la musique. Mais bizarrement, on le met pas sur d'autres choses. C'est vrai que moi, je connais des gens, ils font du sport. Et je les trouve hardcore dans le sport, quoi. Leur truc, c'est il faut faire ça, puis ils se dépassent de plus en plus. Ça peut être le vélo, la muscu. Bah, les culturistes, ils sont hardcore. Hein. Voilà, enfin, il y a un côté jusqu'au boutiste, voilà, du truc. Après, Adil n'est pas là, mais le célèbre Adil T, d'origine franco-américaine, a dit « Personne ne regarde la télé en mode hardcore ». Mais c'est un des meilleurs moments de la série que j'ai réalisée en vidéo sur YouTube. Vous pouvez aller voir et me donner encore plus de likes que j'en ai, parce que j'en ai déjà pas mal. Autopromo, voilà. Virgile? Non mais en fait ce qu'on dit c'est que dans la notion de hardcore gamer il y a quand même une notion péjorative. Cette vision péjorative du joueur elle va disparaître avec les nouvelles générations qui sont nées avec le jeu vidéo et qui vont prendre place dans les médias, dans les sociétés. Il y a encore des gens pour qui ça va être perçu d'une manière péjorative, le jeu vidéo, mais je pense que dans les trentenaires, quarantenaires, c'est déjà acquis que le jeu vidéo, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Et je pense que cette notion de hardcore, elle va disparaître aussi avec l'appropriation du grand public du média. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au bouquin, est-ce qu'on dit qu'un mec qui lit toute la journée, il est hardcore, quoi? Ouais. Pourtant, il est hardcore. Enfin, un mec qui fait que lire, qui lit en marchant, qui lit au chiottes, qui la lit en différence, elle est dormant. sur l'acceptation, c'est-à-dire Voilà, que c'est la télé, c'est acquis qu'une famille, elle va regarder en moyenne 3 heures par jour. Ouais. C'est reconnu, c'est comme ça. Ouais. Le jeu vidéo, c'est quelque chose de péjoratif. Tu fais 3 heures, c'est quelque chose de hardcore.
de l'extrême. Ouais, Et donc, temps de c'est perdu. quelque chose de C'est pour négatif. ça qu'on dit hardcore gamer en fait. C'est la noblesse, c'est juste que le hardcore gamer, quelque part, actuellement, manque de noblesse. Et comme tu le dis pour la musique, encore au niveau musical, il n'est pas accepté comme de la musique classique ou même de la pop. Donc c'est toujours quand même quelque chose de négatif dans l'opinion publique. La bêtise, c'est un type qui vit et il se dit ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. Et il se botte pas le cul tous les matins en disant c'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Dans les jeux vidéo, il y a au moins une vie où tu as déjà une activité, parce que c'est un des médias culturels les moins passifs, et que ce soit hardcore ou autre chose, on a une espèce de liberté. Tu peux même, je vais dire un truc qui va vous sembler totalement absurde, mais tu peux même jouer et ne pas jouer, et regarder ton personnage et qu'il se passe rien. À la télé, c'est pas possible ça. Oui, tu peux être complètement... Tu peux pas arrêter la télé, enfin, par la pensée. Par toi-même, tu peux... Non, je pensais à ça parce qu'hier, je jouais à Horizon. À un moment, j'en avais marre, je sais plus pourquoi, j'ai arrêté. Et c'était une autre manière de jouer. Bon, c'est débile, ce que je dis, mais... Malgré tout, contemplatif. Mais c'est rien, tu joues même pas. Mais là, c'était même pas contemplatif, je sais même pas un endroit bien ou quoi que ce soit. C'est juste le choix, t'as le choix absolu. Mais j'ai vécu ça, moi, dans GTA 4, je m'emmerdais complètement dans le jeu. Je prenais la voiture... Et je traçais dans New York et je zappais les radios et je finissais par avoir mes stations de radio et finalement c'est devenu un truc détente. Je me baladais dans la ville et j'écoutais et je redécouvrais des classiques, même un peu que j'avais oublié. Tu vois, il pleuvait dans New York la nuit, il fait gris, j'écoute Mama de Genesis et je suis content. Les radios sont tellement magnifiques. Donc là, vous êtes en train de faire tomber un mythe. On n'est vraiment pas des hardcore pour personne là. C'est mort là. Mais le truc, c'est qu'il peut y avoir un hardcore qui ne joue non, mais jamais. Je plaisante. Je trouve ça au contraire. Je trouve qui ça... ne tue jamais personne. Bien sûr. Qui fait juste se promener dans le jeu et ça va être hardcore quoi. Genre Dishonored, si tu pourrais le faire, le vrai mode hardcore c'est de tuer personne finalement dans Dishonored. Oui, il y a beaucoup de jeux comme ça d'ailleurs. Je l'ai fait en fait sur le premier jusqu'à Fantôme, ouais, j'ai fait fini Fantôme. Tu l'as fait Fantôme? Ouais, moi je suis arrivé jusqu'à la, je pense il restait 5 minutes, aussi, j'en ai eu assez. Je suis passé en mode boucher, en mode God of War, et je me suis dit, je me suis énervé parce que je sais plus Mais t'as raison parce que c'est beaucoup plus drôle en fait quand tu ma meuf parlait de je sais pas quoi, et du coup pendant qu'elle parlait et que je ne pouvais pas me concentrer sur la perfection, parce que j'essayais d'atteindre la perfection, j'ai détruit tout, même les meubles en fait. Je cassais tout ce que je pouvais, tout ce qui pouvait tomber, je le défonçais. T'as cassé le jeu quoi. J'ai cassé tout ce que j'ai pu, et vu que j'avais joué tout le jeu en fantôme, j'avais une acuité incroyable surtout, et je faisais absolument nimp. T'as cassé ton trophée. J'ai cassé mon trophée. J'étais dégoûté d'avoir cassé mon trophée. Je me suis bien marré, je suis d'accord avec Matt. Je me suis bien marré, mais j'étais dégoûté. Mais en plus, en même temps, je m'embrouillais avec ma meuf en même temps. Donc, mais je jouais pour lui donner juste un indice de laisse-moi 2 secondes de répit, laisse-moi jouer. Et après, on parle, je t'assure, on va faire des trucs cool après, mais laisse-moi 2 secondes. Elle n'a pas compris. Virgile, toi, tu l'as fait par contre en fantôme. Ouais. Donc en hardcore, finalement. Classiquement, ça c'est toi qui le dis, moi c'est ma façon de jouer à des jeux d'infiltration, donc c'est pas du tout un... Ce que disait Guillaume, c'est-à-dire qu'on a toujours un hardcore par rapport à soi. Ouais, et par rapport à un jeu en fait. Mais... Sauf que Dishonored, moi au début j'étais pas au courant que tu pouvais le faire comme ça, tu vois, je l'ai pris comme un jeu normal, c'est après que j'ai découvert et j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit putain, alors que moi je suis comme toi, tu vois, si infiltration, si on peut tuer quasiment personne, voire juste endormir un petit peu, une petite pincée, tu vois, sur l'épaule à la Spock et bonne nuit mon gars, mais t'es pas au courant au début, c'est vraiment dommage sur ce jeu. Bah non, je trouve que c'est bien parce qu'il te laisse la possibilité de faire comme tu veux finalement. Ouais, mais tu le sais pas au début. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est bien de le savoir. Tu te découvres. Tu l'as découvert finalement. Comme ça, tu peux le faire 2 fois. Les jeux sur smartphone créent des joueurs compulsifs. Est-ce qu'ils deviennent pour autant des joueurs hardcore? Parce que je vois des joueurs qui jouent énormément à Clash of Clans, à Candy Crush et à d'autres jeux, mais tous les jours, tous les mêmes horaires avant, après le boulot, même parfois pendant le boulot. De façon, ils jouent beaucoup plus que moi, mais infiniment plus que moi, et avec vachement d'acuité. Ils regardent même des Twitch sur Clash of Clans ou même Candy Crush. Si, je t'assure, Guillaume, t'as l'air de douter. Non mais je t'assure, c'est vrai. Il y a des tutoriels et ainsi de suite. Est-ce que ces gens-là sont pas plus hardcore que les joueurs originels, c'est-à-dire les joueurs d'arcade ou de console 8 bits? C'est une question que je me pose parfois. Adil, tu n'es pas là, mais je vais te remplacer sur ce coup-là. Voici l'instant ma femme. Wow. Donc, pour l'instant, ma femme, aujourd'hui sponsorisée par Manu, ma chérie Caroline,
joue énormément sur son mobile et joue énormément à Bubble Witch, mais vraiment tout le temps. Et non, elle joue vraiment énormément, mais d'ailleurs c'est fou parce que des fois on est en train de regarder un truc à la télé, elle est heureuse sur Bubble Witch, c'est-à-dire son moment de pause c'est là-dessus. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans la série de documentaire, mais je trouve que quelque part elle joue beaucoup plus que moi, elle est plus une hardcore gameuse, elle est que sur un jeu, elle joue qu'à celui-là, mais c'est constamment, on en parlait tout à l'heure avec Matt par rapport à Candy Crush, il nous parlait un petit peu du leveling, tout ça, et de l'attrait que pouvait avoir ce jeu, mais moi je le comprends, il y a certains gens que je comprends au travers de ça, et notamment Bubble Witch, c'est que je vois comment ma chérie défonce les niveaux au fur et à mesure, avec le temps elle ne se lasse pas d'un truc qui pour moi aliénant et entêtant, et surtout le temps qu'elle passe, oui, elle est clairement une hardcore gameuse à côté de moi. Ok. On te remercie beaucoup, Matt. Merci d'avoir été parmi nous dans ce podcast. Merci à vous. C'est trop cool, j'espère que tu reviendras. Alors, on l'a vu, le joueur hardcore a évolué, il a muté. Le hardcore gamer s'insinuant chacun de nous, en fait, par l'omniprésence des jeux smartphones et par certaines simplifications des commandes. Le langage commun des jeux est accessible à tous et du coup, on peut tous devenir un hardcore gamer. Maintenant, j'aimerais aussi faire un appel à vous. Ouais, toi. Oh. À toi spécifiquement. Ouais. Tu m'écoutes là. Hey, listen. Et j'aimerais bien que tu deviennes un fan hardcore, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que toi tu peux imaginer quelque chose de bien plus fort que ce que j'imagine parce que je suis un peu limité, tu sais bien. Est-ce que tu veux bien monter ton niveau en nous faisant connaître, en faisant en sorte que tous tes proches nous écoutent et surtout nous faire des commentaires en étant exigeant. Je compte sur toi. Donc je vous fais des gros bisous, chers auditeurs, et puis à bientôt dans J'aime jouer, dans 2 semaines a priori. Bisous, bisous. Ciao. Hardcore gamer. Non mais j'ai rien contre Metallica, au contraire. Mais moi j'ai contre maintenant, j'aimerais bien qu'ils se fassent réopérer dans l'autre sens, qu'on leur remette leur burn pour qu'ils fassent de la musique. Bref, comme Tim Burton. C'est noté. Podcast. Musique générique. Voilà. Là, c'est le moment où on insère le générique. Le monteur, il va s'arracher la gueule.